Bienvenue à Milligrammes par kilo, un balado qui parle de médicaments en pédiatrie. L'information contenue dans ce balado ne remplace pas le jugement professionnel. Il s'agit d'un survol de divers sujets pour les professionnels de la santé ou pour toute personne intéressée. Bonne écoute! Salut tout le monde, j'appelle Émilie Roy-Saint-Pierre, pharmacienne en pédiatrie générale, animatrice du balado Milligrammes par kilo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu thématique là, en ce mois qui contient le Jour de la Terre. Je trouvais que c'était important là, de venir parler de l'importance, de l'impact écologique des médicaments en général. Puis là, c'est sûr qu'on est au sein d'un centre hospitalier, fait qu'on va axer un peu dans notre réalité, mais on va essayer quand même de généraliser là, certains éléments à divers milieux. On va justement essayer d'illustrer des changements possibles à faire via des cas patients, présenter des pratiques éco-responsables qu'on encourage. Puis au final, j'aimerais ça qu'on puisse insuffler la motivation à tous les autres centres hospitaliers puis autres organisations pour essayer d'instaurer déjà là, des petites actions concrètes là, pour notre planète. Donc, pour en discuter, j'ai la chance d'avoir deux merveilleuses invitées avec moi. Marie-Hélène et Florence, est-ce que vous voulez vous présenter à nos auditeurs? Je peux commencer. Moi, je m'appelle Marie-Hélène Métra. Je suis pharmacienne à Sainte-Justine. Je travaille plus précisément aux soins intensifs pédiatriques. Je suis aussi membre du comité vert de la pharmacie et des soins intensifs, puis aussi membre de l'éco-CMDP de l'hôpital. Super, merci beaucoup pour ton deuxième passage au balado Milligrammes par kilo. On t'avait reçu à l'épisode 4, si je ne me trompe pas, sur la prévention du VIH chez le nouveau-né avec Dr Kaka. Ça me fait plaisir d'être à Merci nouveau. d'être venue. Moi, je m'appelle Florence Blondel, je suis fellow aux soins intensifs depuis 2023. Donc je travaille avec Marie-Hélène au jour le jour, puis je suis membre du comité vert des soins intensifs et de l'éco-CMDP au sein de On est vraiment Sainte-Justine. chanceux de t'avoir ici avec nous. Donc, pour commencer, avant d'aller vraiment dans l'impact écologique des médicaments, Florence, est-ce que tu veux nous parler, juste de façon générale, l'impact de l'environnement sur la santé des populations? En fait, la santé et l'environnement sont quand même 2 concepts très, très liés. À la fois, l'environnement a un impact sur notre santé, que ça soit la pollution de l'air, qui engendre Mhm. quand même beaucoup, des millions de décès, en fait, par année, la pollution de l'eau, la pollution de la terre, les vagues de chaleur. Donc tout ça a un impact sur la santé, mais c'est aussi important de savoir que le système de santé en lui-même a vraiment un impact sur l'environnement parce que, c'est vraiment un milieu qui engendre beaucoup d'émissions de carbone, beaucoup de Mhm. pollution, que ça soit via les déchets, via le transport ou via les médicaments. Puis, selon les pays, mais ça représente 4 à 10 des émissions de gaz à effet de serre, d'un pays, en fait, le système de santé. C'est très important. C'est vraiment beaucoup. On dirait que en fait, j'avais même pas idée de chiffres avant qu'on en parle, là. Mais c'est vraiment très important. Puis, tu sais, si tu dis qu'il y a beaucoup de décès reliés à la pollution, mais j'imagine que sur les actes de décès, c'est jamais écrit pollution, là. Tu sais, dans le fond, c'est tout le temps, c'est comme un intermédiaire, puis après ça, on va identifier une maladie qui en découle, mais peut-être qu'au final, tu sais, si on se mettait à analyser de façon rétrospective plein de dossiers, on pourrait relier. Mais en fait, il y a plein de facteurs confondants, là, C'est ça, il y a mais plein de choses, mais ouais, comme, tu sais, la pollution de l'air, ils disent que c'est juste que 9 millions de décès par an parce que ça soit les particules fines émises par, les ok. transports, par les industries. Ça peut être les pollutions intérieures aussi quand les gens chauffent, au charbon. Ah ouais. Ça peut être, comme dans l'environnement de travail et cetera. Donc les 2 sont vraiment, liés. Vraiment. C'est bon. Puis je vais en profiter, ben, merci beaucoup pour la mise en bouche. Je vais en profiter justement pour zoomer un peu plus sur les médicaments. C'est sûr qu'avec le temps qu'on a, on pourra pas parler de tous les autres aspects, mais vu qu'on est issu du milieu de la pharmacie, je pense que ça serait intéressant justement de soulever l'impact des médicaments. Fait que ça représente environ quel pourcentage de pollution vraiment plus les médicaments? Ouais, ben, on dit en fait que les médicaments vont contribuer à peu près 25 de l'empreinte carbone des soins de Oh mon santé au Dieu. Canada. Fait que c'est quand même significatif. Puis là, dans les médicaments, ce qu'on regarde, ben, c'est principalement le principe actif là, qui est Mhm. responsable de ces pourcentages-là. Fait que le principe actif, c'est habituellement comme 75 à 90 de l'empreinte carbone. Puis plus grande la quantité de principe actif, ben, plus grande aussi son empreinte carbone. Ok. Fait que c'est des chiffres qui sont quand même non négligeables, là. Puis, tu sais, si on regarde aussi, tu
avec les médicaments viennent aussi un peu tous les déchets hospitaliers. Exact. Puis les déchets hospitaliers, ben, ça représente, les chiffres qu'on a, c'est à peu près 11 kilos par lit par jour. Fait que si on regarde pour un hôpital de, par exemple, 500 lits, ben, c'est 5000 kilos par jour là, de déchets hospitaliers. Donc, c'est 5 tonnes. 5 tonnes, c'est vraiment énorme. Tu sais, si on fait l'analogie, si je me rappelle de mes cours à la maternelle, pas maternelle, ou primaire, un éléphant, c'est environ 3 à 5, 3 à 6 tonnes. Fait que Exact. c'est environ un éléphant d'Afrique, dans le fond. À Mais tous les par jours. jour, Ouais. en déchets. Exact. Puis là, c'est certain que les déchets, Ok. c'est pas seulement les médicaments, Mhm. mais les médicaments font quand même Tout ce qui partie entoure. là, de ce Fait que ça chiffre-là. inclut, par exemple, tous les équipements de protection personnelle, les tubulures, Exact. Fait que tout ce tout le qu'on a, plastique, les emballages, tout oui, ça. OK. qui est nécessaire aussi, par exemple, à l'administration, la préparation des médicaments. OK. C'est vraiment beaucoup. Donc, ça vaut vraiment la peine là, de s'y pencher. Puis, est-ce qu'il y a des... Qu'est-ce qu'on peut faire à date, là? Est-ce que vous voulez me parler un peu des comités qui se sont mis en place? Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Parce que c'est vraiment plus grand que nous, là, c'est la planète, notre pays. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de se redonner un peu un sentiment de contrôle dans cette situation-là? Mais c'est sûr que quand on entend ces chiffres-là, ça fait vraiment peur, puis Oui. ça peut un peu nous rendre overwhelmed, de se Ouais. dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire dans ma petite goutte? Puis c'est ça. Donc Mhm. à Sainte-Justine, il y a plusieurs comités verts qui sont créés. Le premier, c'était à la pharmacie, en fait, créé par Geneviève Ouellet. Puis de là, il y a eu vraiment un effet boule de neige qui a créé des comités verts au sein des soins intensifs, du bloc opératoire. Puis, donc, au sein de ces comités, en fait, ça rassemble plein de gens qui, chacun de leur côté, étaient intéressés ou choqués par ce qui se passait au niveau de l'environnement, en se Mhm. disant, ben, je fais des efforts en dehors de l'hôpital, puis dès que je mets un pied dans l'hôpital, en fait, tout ça s'est évanoui, puis on regarde pas ce qu'on fait, on traite le patient, on jette les déchets, on fait pas attention, ni écologiquement, ni économiquement à ce qu'on fait. Puis tous ces gens se sont rassemblés justement pour avoir comme rassembler nos idées, puis faire des choses. Donc, ça a commencé au sein de la pharmacie. Puis, Marilyn, tu me corrigeras, mais il y a eu un gros travail sur, par exemple, tous les emballages des médicaments, les sacs Ziploc, l'impression des étiquettes, le recyclage des équipements de protection individuelle. Mhm. Puis de là, gros travail au sein de la pharmacie. Puis ces idées, en fait, se sont diffusées au sein de l'hôpital puis d'autres services. C'est une bonne contamination Exact. à travers. Positive. Positive dans un Exact. hôpital. C'est pas juste des bactéries et des virus qui se sont répandus. Là, c'est une idée positive. Puis, en fait, est-ce qu'on voulait en parler un peu plus là, des pratiques éco-responsables qu'on peut mettre en place, là, puis des moments clés où qu'on peut vraiment agir pour faire quelque chose? Oui, ben c'est sûr Ouais. que moi, je peux parler de ce qu'on a mis en place sur Ouais. notre unité de soins intensifs. OK. Fait que c'est certain que, c'est un peu basé sur l'hôpital, mais je pense qu'il y a plusieurs éléments de réflexion qui peuvent, après ça, être transposés sur Mhm. différentes unités, puis parfois même, pas juste en hôpital, là, qui pourraient aussi être utilisés en pharmacie communautaire. Fait que nous, par exemple, à l'unité de soins intensifs, on avait identifié plusieurs moments clés qui nous permettaient de réduire le gaspillage des OK. médicaments. Fait que, par exemple, au niveau de tout ce qui est modification d'ordonnance. Fait que, par exemple, à Sainte-Justine, nous, tout est en service unidose. Fait que ce que ça veut dire, c'est que si on prescrit un médicament à une certaine dose, puis qu'on décide de changer la dose du médicament, pas naturellement, pas si c'est cliniquement indiqué, mais si par exemple on voulait arrondir une dose, ben toutes ces seringues-là précédentes à la dose initiale qui avait été faite, ben on les jette puis on refait des nouvelles prescriptions. Fait qu'il y a plusieurs éléments dans ça qu'on pouvait à ce moment-là venir sensibiliser les gens à c'est quoi l'impact de ces Mhm. modifications-là. C'est ça, changer de 318 mg pour 400 mg parce que c'est plus beau. Ouais, Ben, faut penser qu'il y a déjà peut-être des seringues qui ont été faites. Ça a exactement, été qui vont être prescrit il y a 4 heures. jetés, Ouais. c'est ça, qu'on va Mhm. refaire des seringues. Fait que là, encore une fois, c'est utilisation de médicaments, mais utilisation de plastique Ouais. qui est pas nécessairement recyclé non plus. Donc, oui, à ce Sans moment-là, compter les ressources humaines que ça demande. complètement. Mm. Fait que ça, c'est un des premiers éléments. Après ça, il y avait tout aussi l'aspect de nouvelle admission d'un patient ou transfert d'un patient d'une unité à l'autre. OK. Fait qu'encore une fois, si on admet un patient, il y avait eu des prescriptions qui ont été faites
faite à l'urgence, on décide de faire des prescriptions à des doses différentes au moment de l'admission à l'unité, ben encore une fois, ça peut générer du gaspillage. Fait que l'importance aussi, tu sais, de faire un MSTP qui va être bien Mhm. fait pour que ça représente plus que le patient prend à la maison. Aussi, un autre changement, c'est s'il reprenait des médicaments en comprimé, on a servi des solutions orales, puis là, finalement, on va demander de resservir en comprimé, mais tout ça peut générer du C'est gaspillage ça, fait que aussi. le MSTP qui est le meilleur schéma thérapeutique possible, c'est vraiment là, d'écrire que c'est quoi les médicaments pré-admission qui sont vraiment réellement pris. Donc, on a plein d'outils pour voir un peu qu'est-ce que le patient peut prendre à la maison, mais des fois, il prend pas exactement ce qui est écrit. Fait Exactement. que c'est là, justement, dans le fameux MSTP qu'on peut mettre réellement qu'est-ce qu'il prend ou ne prend pas et justement préciser les formes Ouais. pharmaceutiques. Parce que on dirait que quand c'est de comprimé vers liquide, là, on va faire travailler nos gens, mais on dirait que c'est encore plus tannant quand on a tout préparé liquide, puis finalement, on envoie tous les médicaments à l'étage et on se rend compte qu'ils les voulaient tous en comprimé. Exactement. Ouais, tout à fait. Fait que ça, c'est un autre exemple. Sinon, il y avait tout aussi ce qui est révision des profils de nos patients. Fait que les médicaments PRN, là, donc les médicaments au besoin, Mhm. à ce moment-là, des médicaments au besoin qui traînent longtemps dans les dossiers peuvent entraîner aussi une génération de médicaments tous les jours qui sont pas utilisés puis qu'au final, on va jeter. Mhm. Ça, après ça, les relais IV vers Péros, fait que les prévoir aussi le plus rapidement possible parce que on va en reparler probablement plus tard, mais que les médicaments IV à la base peuvent générer souvent plus aussi de pollution. Prévoir des fins de traitement à l'avance pour éviter que des traitements soient oubliés dans les dossiers. Tu sais, on peut penser aux antibiotiques, tu sais, de se dire, ah, ben finalement, ça faisait combien de jours? On est à 7 jours, Mhm. 8 jours, on voulait l'arrêter à 5. Fait que prévoir à l'avance ça. Puis toutes les cessations anticipées aussi qui peuvent être faites. Puis je rebondis sur le fait, le relais IV vers Péros. Tu sais, ça me fait pour étendre un peu l'idée du travail qu'on fait à la pharmacie, le travail un peu caché là, aux étages, c'est que si on n'a pas prescrit une date de fin, par exemple pour demain en fin d'après-midi, ben demain dans la journée, vu que nous, on a un réservice là, 24 heures d'avance, ben on va avoir déjà préparé d'avance ces futures doses-là en pensant qu'on continue plus tard que jusqu'à demain 16 heures. Et finalement, ben, quand ils vont être prêts, ils vont être montés à l'étage, on va se rendre compte que le traitement est cessé, donc on va juste encore une fois les jeter. Exactement. Fait que, tout à fait, c'est des bons trucs. Est-ce que tu en avais d'autres? Ben, d'autres exemples aussi, c'est sûr que c'est peut-être un peu plus Mhm. pédiatrique, mais tu sais, en pédiatrie, beaucoup de choses se prescrivent en milligrammes par kilo. Mhm. Mais de connaître aussi, c'est que les médicaments viennent dans quel format. Oui. Fait que, tu sais, de prescrire des formats qui vont, des doses qui vont être adaptées au format. Par exemple, de l'ondansetron, un médicament qui est utilisé contre les nausées, ça vient en fiole de 4 milligrammes, mais ça peut être des doses qui vont de 4 à 8 selon le poids. Fait que des fois, de prescrire 5 milligrammes va faire en sorte qu'on ouvre une fiole de plus pour aller chercher juste 1 milligramme. Peut-être que cliniquement, c'est pas indiqué non Mhm. plus. C'est un bon moment aussi de poser des questions aux pharmaciens cliniciens pour savoir les Exactement. formats, puis arrondir les doses. Oui, tout à fait. Fait qu'il y a plusieurs, c'est ça, exemples comme ça qui ont été communiqués, tu sais, à nos équipes traitantes. Puis c'est vraiment, en fait, un travail aussi qui est très, multidisciplinaire parce que, oui, on veut sensibiliser les équipes médicales, mais aussi les infirmières qui, eux aussi, peuvent participer à, par exemple, réviser les profils des patients, nous aviser que les médicaments au besoin n'ont pas été donnés depuis 48 heures, puis peut-être qu'on peut les cesser. Puis les pharmaciens, ben, peuvent prendre part à toutes ces actions-là aussi. Autant le pharmacien de l'unité que les pharmaciens à la distribution, parce que maintenant, on peut avoir des ententes de pratiques avancées qui peuvent permettre aussi aux pharmaciens, par exemple, à la distribution, d'être capables de arrondir certaines doses pour éviter justement ces changements de doses-là puis le gaspillage. Fait que c'est vraiment une responsabilité partagée par Vraiment. plein Puis, tu sais, d'intervenants. je vois de plus en plus aussi de médecins qui prescrivent, par exemple, un changement d'une molécule, mais ils vont dire donnez juste la prochaine dose à telle heure. Fait que là, au moins, ça nous signale ah, OK, on n'en a pas besoin de tout de suite, on peut attendre à ce soir, par exemple, là, pour le donner. Fait que je vois aussi qu'il y a de plus en plus de médecins là, qui sont sensibilisés là, à Oui, ces enjeux-là. tout à fait. Mm. C'est vraiment un travail, je vais rebondir là-dessus, de collaboration, parce qu'on travaille, on a la chance de travailler avec des pharmaciens dans notre service. Puis je pense que de plus en plus de gens, on essaye d'y penser. Puis Ouais. en fait, c'est pour l'écologie, mais c'est aussi pour le bien du patient, parce que Oui. avoir des médicaments
traînent dans leur profil, qui sont peu utiles finalement. Peut-être quelqu'un va les donner alors qu'on trouve que c'est plus utile. Puis ça remet aussi en question notre pratique médicale de prescription, bah, de: «Ah, c'est-tu vraiment ça qui est idéal pour le patient d'avoir encore de l'ACET IV? Se dire qu'il a une voix, est-ce qu'il en a pas besoin?» Puis je pense que ça est un point de vue de se dire: «C'est plus écologique», mais aussi le soin à mon patient va Mmh. être meilleur en fait. Exact, Puis on ça travaille tous en s'inscrit dans ça. ouais, c'est ça, Ouais. on travaille tous en collaboration pour que ça soit mieux pour le patient in fine. Exact. Parce que si on se rend compte qu'il y a plus besoin de sa molécule IV puis qu'il peut tout prendre Péros, on va pouvoir y enlever sa voix, il va pouvoir, vraiment être mieux puis Exact. ça va limiter ses interactions, un peu qui vont être un peu plus traumatisantes ou dérangeantes là, pour, Oui, le petit patient, là. tout à fait. Tout à fait. Puis si on y va un peu plus précisément, là, est-ce que, Florence, tu aurais comme des exemples pour à quel point le IV, c'est plus polluant que le Péros? Parce que justement, avant qu'on prépare cet épisode-là, j'avais pas vraiment d'idée claire. Tu sais, je m'en doutais, mais c'est pas clair pour moi encore, là, à quel point c'est plus polluant. C'est ça, il commence à avoir quand même quelques études qui ont montré que certains médicaments IV étaient plus polluants que de Péros. Donc, ce qui est marquant, c'est par exemple l'acétaminophène IV qui est 16 fois plus polluant que l'acétaminophène Péros. Ça, je pense que c'est vraiment un exemple marquant parce que 16! ouais, c'est comme tellement utilisé. Puis, si on pense à l'échelle juste même de Sainte-Justine, du nombre de patients qui a ça comme 4 fois par jour, c'est Oui! vraiment énorme en Ouais. fait, l'utilisation de cette molécule. Hem Puis ça vient aussi à, comme disait, Marie-Hélène, la substance active, mais tout ce qui est sur le côté, les seringues qui sont faites, Mhm. le transport, le sac de Ziploc qui est fait pour transporter de la pharmacie au service. Donc il y a tout ce qui est connexe à la molécule. On parle aussi du, Keppra, que Péros, c'est Mmh. 2 fois moins Ouais, que le IV. Ouais, lévétiracétam, le là. Ouais. levetiracetam. Il y a pas trop encore de données sur d'autres, médicaments, mais il y a, la PHP, donc c'est les hôpitaux de Paris qui ont fait tout un outil qui s'appelle Carbone, qui va reprendre c'est quoi, l'équivalent, oui, c'est ça, les équivalents CO2 d'un, médicament, avec c'est quoi les excipients, c'est quoi la part du transport et cetera. C'est pas parfait, puis c'est européen, donc c'est Mmh. sûr que le transport est différent, les lieux de fabrication sont différents. Mais je pense que c'est la preuve que, on peut avoir des outils quand même fiables sur: «Ah, c'est quoi mon médicament?» puis «C'est quoi la meilleure option que je pourrais choisir à efficacité équivalente?» puis c'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est que j'ai la même efficacité, ben, alors je vais choisir l'option la moins polluante, la meilleure pour mon patient, celle qui est la plus adaptée, parce que l'efficacité va être identique. Tout à fait. Mmh. Merci Florence, c'est vraiment marquant comme exemple. Puis côté les PRN, les médicaments ont besoin, comment concrètement là, ça peut faire un impact et réduire? Ouais, ben, en fait, nous, on s'est posé la question à Sainte-Justine aussi, puis, avec nos résidentes en pharmacie en 2024, ça a été leur projet de résidence. On a évalué, en fait, un peu l'utilisation des médicaments PRN sur les unités de pète générale puis de chirurgie pour justement voir, tu sais, c'est beaucoup prescrit, mais est-ce que c'est autant prescrit que ce qu'on imagine? Puis ça reste dans les dossiers combien de temps? Fait que ce qu'on a vu, en fait, c'est qu'il y avait presque 90 de nos patients qui avaient au moins une prescription de médicaments PRN dans leur dossier, toute unité de pédiatrie puis de chirurgie confondue. Fait que ça représentait 40 des ordonnances actives dans les dossiers de ces patients-là. Quand même. Fait que c'est des chiffres qui sont quand même significatifs. Puis il y avait, 8 des patients que ces ordonnances-là restaient dans les dossiers jusqu'au congé. Fait qu'encore une fois, peut-être à ce moment-là, avec une réévaluation qui est peut-être pas faite de façon optimale pour tous les patients. Puis l'autre chose qu'on avait, beh, c'est que dans un contexte pédiatrique, encore une fois, il y a certains de ces médicaments-là qui étaient servis, préparés en unidose, heu, à la dose nécessaire pour le patient. Beaucoup des choses étaient sur les communs, ce qui faisait que c'était utilisé juste à la demande, mais quand même, ces seringues-là qui étaient s'ils n'étaient pas utilisées, ben, on allait les jeter. Ça représente à peu près 36 seringues qui étaient préparées par jour, puis 90 de ces 36 seringues-là, beh, étaient pas administrées. C'est Fait que fou. c'est quand même des chiffres importants, tu sais, ça représente à peu près 1 200 seringues qu'on jette à chaque année. Fait que ça c'est venu, en fait, encore une fois, nous encourager dans la Vraiment. nécessité de réévaluer de façon Exact. Ce quotidienne. qui est la bonne pratique finalement. Exactement. Ouais. Ça revient aussi à tout ce qu'on parle aussi de déprescription. Mmh. Fait que, tu sais, la déprescription, c'est un sujet qu'on parle de plus en plus. Puis là, c'est Ouais. des exemples en hôpitaux, mais en pharmacie communautaire, ça peut s'appliquer aussi. C'est les patients qui ont des médicaments PRN qui sont renouvelés un peu de façon systématique à tous les mois. Bien, peut-être qu'on devrait être un peu plus sensibilisés pour dire est-ce que vraiment chacun
à chaque renouvellement, tu sais, de demander au patient si on doit vraiment lui resservir son 30 jours de médicaments Mmh. PRN. Tout à fait. Puis, tu sais, j'aimerais ça aussi vous emmener là, vers les inhalateurs en asthme ou en maladie pulmonaire. C'est sûr que nous, notre population, c'est vraiment plus des asthmatiques, là. Mais comment on peut aussi réduire l'empreinte là, de ces dispositifs-là? Tu veux y aller, Ouais, Florence? beh, je vais faire, pratico-pratique de Ouais. ce qu'on fait à Sainte-Justine. C'est en fait, on désinfecte et on réutilise les inhalateurs. C'est-à-dire que dans notre service, si un patient a besoin de, salbutamol, beh, pas nébuleux, en fait, En inhalation? inhalateur, Ouais. du coup, hem, cet inhalateur va être pesé pour savoir combien de doses il reste dedans, pour soit ne le réutiliser, puis pas non plus le jeter s'il reste encore des doses dedans, en fait, ce qui pouvait Mmh. être fait avant. Puis, selon le protocole local, il y a toute, une désinfection avant la réutilisation. C'est sûr qu'il y a l'aérochambre, c'est pas Oui. directement sur la bouche du patient, mais ça évite de jeter, en fait, des inhalateurs qui étaient encore pleins de doses. Donc à chaque fois, il y a comme une pesée pour être sûr qu'il y ait encore assez de doses dedans, puis réutiliser. C'est fou parce que c'est sûr que, tu sais, nos petits patients, on peut pas leur donner une poudre, à inhaler, fait qu'on est un peu pris avec nos inhalateurs doseurs avec le petit gaz, mais c'est vraiment bien, comme méthode. Puis évidemment, tu sais, la prévention des infections, a donné leur OK. Puis, tu sais, si vous voulez en savoir un peu plus sur les dispositifs, d'asthme, j'en ai parlé dans l'épisode 3 avec, Myriam Guevremont, pharmacienne et docteur Semanci un peu pour donner des trucs là, pour essayer de faire des choix au final. Tu sais, si je remonte là, faire un choix d'inhalateur encore plus approprié. Puis est-ce que vous voulez justement renchérir sur comment, au final, comme prescripteur, on pourrait mieux choisir quel dispositif prescrire? Mais c'est certain qu'à partir, tu sais, d'un âge plus autour de 6, 7 ou 8 ans, Mhm. quand les enfants sont capables de comprendre la technique, ben, tu sais, c'est les inhalateurs, les dispositifs à poudre sèche qui sont idéalement à recommander parce que moins polluants. Fait il existe plusieurs ressources, là, entre autres, le site de Cascade a aussi un peu une aide à la décision selon Mhm. l'âge du patient, peut nous recommander, tu sais, les options les plus éco-responsables, puis qui vont être aussi les plus cliniquement sécuritaires et adéquates avec Oui, l'âge de j'ai notre vraiment enfant. trouvé, cet outil-là intéressant, là. Si vous tapez, guide des inhalateurs, Canada ou inhalerguide, .ca. Après ça, on sélectionne notre province, le Québec, puis c'est vraiment un outil très intéressant, là, pour ça, effectivement. Fait que Cascade, on va les mettre, dans la description, puis évidemment, Cascade, c'est pas la marque, de rouleau de papier de toilette, là, c'est vraiment un organisme, là, pour, l'environnement, là. Fait que c'est très intéressant pour ça aussi. Mmh. Avec tout ça, là, est-ce qu'on a rencontré de la résistance au changement quand on a essayé d'initier des petites actions, là, par exemple dans votre département là, en soins intensifs? Comment vous avez vécu ça, dernièrement? Ben, il y a je dirais pas la résistance au Non? changement, mais c'est plus l'inertie C'est l'inertie? pour OK. changer les choses. Ça a commencé moi, ça fait comme 3 ans que je suis dans le comité vert, puis je vois vraiment le changement parce que les gens sont de plus en plus à nous donner des idées, à vouloir participer à nos idées aussi. Finalement, tout le monde est quand même acquis à cette cause de l'écologie OK, ou je un comprends. minimum sensible. C'est juste que c'est tellement gros qu'ils se demandent qu'est-ce qu'on peut faire. OK. Donc c'est sûr que grâce à notre travail d'équipe au comité vert, on est quand même une dizaine, il y a plein d'idées différentes qui viennent, puis surtout on se soutient beaucoup dans les différentes actions. Mais on voit aussi que nos collègues du terrain, que ce soit des pharmaciens, des infirmiers qui ne sont pas impliqués tout à fait dans le comité vert, qui font pas partie du comité vert, viennent nous faire remonter des choses qu'ils trouvent C'est bien ça. aberrantes. Ou viennent nous dire: «Ah oui, ben ça, ce médicament-là, il est prescrit 2 fois» ou «Cette façon de faire, ça génère plus de déchets». Donc il y a plutôt une difficulté de se mettre en route plutôt OK, qu'une je comprends. résistance au C'est changement. plus un statu quo Exact. confortable versus, c'est ça, commencer à faire quelque chose. Mais de ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment un effet boule de neige, un effet d'entraînement. Donc, quand on voit qu'il y a une mini chose fait de façon positive, ben là, ça peut encourager d'autres à faire des changements. Puis là, après ça, plus ça rassemble des gens, l'idée circule dans le département. Puis on réussit au final à faire quelque chose qui a de l'impact significatif, là, au final. Tout à fait. Bon, ben, tant mieux s'il y a pas trop de résistance parce que, tu sais, ça reste que le changement,
ça peut être difficile, enfin, on est tous humains, là, fait que on est plus confortable dans nos manières de faire, là, mais tant mieux si c'est bien accueilli. Puis, comme tu dis, tout le monde, au final, a à cœur l'environnement. Oui, puis le Ouais. changement, ben souvent, ça prend toujours un peu de temps quand Oui. même aussi. Ouais. Fait qu'il faut laisser ce temps-là à ce que Ouais. les idées fassent leur chemin puis Ouais. soient mises en application. Exact. Est-ce on pourrait illustrer qu'est-ce que, tu sais, tu viens de tout nous dire, puis avec Florence aussi. Est-ce qu'on aurait un cas un peu pour concrétiser qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, on pourrait donner des trucs aux auditeurs. Ouais, on peut Ouais. donner un exemple tout à fait typique d'un enfant Ouais. qui peut arriver à Sainte-Justine ou dans n'importe quel hôpital. En fait, par exemple, un enfant de 5 ans qui se présente pour bronchospasme à l'urgence avec à la radio une suspicion de pneumonie. Cet enfant, il va arriver à l'urgence, on va le mettre à jeun, on va lui mettre une voie veineuse parce qu'il est comme très malade au départ. Il va déjà recevoir une dose d'acétaminophène IV parce qu'il fait de la fièvre. Il va recevoir sa dose d'amphi prescrite à l'urgence parce qu'on a une suspicion de pneumonie. Puis cet enfant doit venir aux soins intensifs. Donc, lors de ce transfert-là, il va y avoir une nouvelle represcription de médicaments. Mhm. Donc, comme a dit Marie-Hélène tout à l'heure, comme lors des changements de service, si l'urgence a prescrit une certaine dose, puis que moi, comme médecin des soins intensifs, je prescris une autre dose, en fait, tout va être préparé en double. Donc déjà là, juste de se dire, ben, je veux juste regarder ce qui était prescrit à Mm. l'urgence, puis je vais prescrire la même chose. C'est fou parce que j'imagine que les hôpitaux adultes, vu que c'est toutes des doses standards, ils n'ont même pas à penser à ça. C'est Effectivement. Mais ça. nous, si t'as une particularité pédiatrique, faut y penser. Oui. C'est ça. Ouais. Mm. Puis tu sais, on va se dire qu'au début, ben, cet enfant, il a besoin d'un support comme une ventilation non invasive. Donc, on le laisse à jeun un petit peu. Puis, il s'améliore dans les 24-36 heures. Puis là, cet enfant a toujours tous ses médicaments IV alors qu'il recommence à manger. Donc, première chose de se dire, ben, tout ça, je vais pouvoir repasser Péros. Puis souvent, ça traîne, on fait pas attention, il va mieux, on est content. Puis on oublie qu'il a son acéta qui est IV depuis 4 jours, puis que ça ne sert à Mhm. rien. Donc tout ça. Pareil, il a ses nébulisations parce qu'il avait sa VNI de salbutamol. Mais pareil, quand ça va mieux, ben, je repasse comme aux inhalateurs. Mhm. Puis c'est ça. On va dire qu'il va mieux, il est transféré à l'étage. Puis là, important que tous ces médicaments Faut qu'ils suivent! en fait. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert il n'y a pas longtemps. Et que l'aérochambre puis l'inhalateur du patient restaient aux soins intensifs Mhm. sans suivre le patient. Donc là, il y avait comme des choses qui étaient aux soins intensifs, qui étaient finalement jetées parce qu'on ne savait plus à qui ça appartenait. Ouais. Puis à l'étage, ben, on ressortait une nouvelle aérochambre, un nouvel inhalateur. Donc là, ben, là, on essaie aussi de travailler là-dessus avec les inalos. Puis c'est la preuve que c'est vraiment un travail Mhm. collaboratif parce que ces patients-là, ben, c'est l'infirmière, l'inalo, comme tout le monde doit faire son petit bout de chemin pour se dire, ben, en fait, il va monter Mhm. avec ses affaires. Euh, finalement, l'enfant sort de l'hôpital parce qu'il va mieux, mais il a toujours comme des pompes qui sont prescrites pour la maison. Ouais. Puis là, de se dire, ben, quand l'enfant arrive, ben, la famille arrive avec sa prescription à la pharmacie, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, vérifier que ben, s'il a encore ses pompes, que ces pompes ont été utilisées depuis 5 jours, ben, Ouais. pas besoin de lui en resservir des nouvelles pompes. Sinon, on va avoir 2 pompes, puis on va plus savoir c'est laquelle, la bonne, ce qui a été utilisé. Les parents vont pas peser Exact. leur Puis souvent, inhalateur à c'est la ça, on va maison, pas demander. savoir s'il y a encore des doses Mm. dedans ou pas. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment un cas typique de se dire, ben, toute la chaîne d'hospitalisation, il y a des choses à faire, puis chacun doit être attentif dessus jusqu'à le retour dans la communauté, puis le pharmacien communautaire ou le pharmacien communautaire qui peut faire quelque chose en se disant, est-ce que ce patient a déjà tous ses médicaments? Ben oui, en fait, pas besoin de lui resservir quelque chose qu'il a déjà. C'est vraiment, ça illustre vraiment bien toutes les étapes. Puis je trouve ça vraiment bien justement que côté pour les inhalateurs, tu sais, souvent au congé, ils partent avec. Puis fait que ça, c'est important de le vérifier. C'est la même chose pour les crèmes aussi. Je sais pas s'il y a d'autres formes. Ouais, crème, pompe, c'est souvent ça Souvent, les formats qu'on donne. multidoses là, Ouais, le différents. multidose, Ouais. exact. Fait que ça, c'est très intéressant à questionner auprès des parents. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur le cas qui est passé par les 4 endroits? Ben, en fait aussi, avec le lien avec la pharmacie communautaire, Ouais. tu sais, on parle des formats multidoses, mais Mhm. parfois aussi, tu sais, un patient qui
qu'il lui resterait une journée d'antibiotiques ou tu sais, de corticopérose, par exemple, Mhm. dans le cas-ci, ben peut-être que la pharmacie d'hôpital va déjà avoir dépanné ces Mhm. doses-là aussi. Fait Ouais. qu'il y a aussi, même tu sais, pour les doses des autres médicaments, de vérifier avant de tout se rembarquer dans le service de ça par la Vraiment, pharmacie ouais. communautaire. Puis au final, tout le monde est plus content parce que nous, on parle pas de dose vu que la dose est déjà au nom du patient Exact. qui quitte. Les parents, ils ont pas besoin, à moins qu'il y ait d'autres médicaments, là, mais tu sais, outre la pompe et le corticostéroïde et l'antibiotique, ben, il y a peut-être juste l'antibiotique à aller chercher pour le restant du traitement, mais s'il restait justement une journée de corticostéroïde, nous, va l'avoir donné. Ça fait un truc de même pour le parent à penser, à demander. Puis la pharmacie, et on sait que les pharmacies communautaires, ils ont beaucoup de travail sur la Mhm. planche, mais ça fait un truc de moins préparé. Oui, Fait que tout le monde est plus content, au final. exact. Exact. Ouais. C'est vraiment un beau cas, justement, qui illustre quand même là, tous les éléments qu'on a dit, le travail d'équipe. Puis, c'est ça. C'est ce que j'aimerais ça que les gens retiennent, c'est vraiment que la santé, c'est intimement lié, vraiment très intimement lié aux problèmes environnementaux. Puis qu'au final, on a une possibilité d'agir à notre échelle, au final. Puis dans un centre hospitalier, par exemple, ou même, tu sais, que ce soit dans une petite entreprise, une petite, moyenne, grande entreprise, avec le volume qu'on fait, au final, on peut avoir un impact cliniquement et environnementalement significatif là, au final sur un an. Puis c'est important de souligner les bons coups puis d'y aller un pas à la fois. Est-ce que vous avez des derniers messages là, pour nos auditeurs? Ben, un des éléments qu'on peut rajouter aussi, qu'on a moins Mhm. parlé dans le cadre de Mhm. l'épisode d'aujourd'hui, c'est que à plus grande échelle aussi, là, on a parlé plus, tu sais, spécifiquement pour chaque patient, qu'est-ce qu'on peut Mhm. faire, mais tu sais, comme pharmacien, à plus grande échelle, on peut aussi s'impliquer à différents niveaux. Puis il y a Choisir avec soin là, qui a publié aussi des recommandations. Fait que, tu sais, on peut penser aussi à s'impliquer dans le choix des médicaments au formulaire d'un hôpital, avoir cette réflexion-là éco-responsable quand on choisit l'ajout de médicaments au formulaire. Tout ce qui est politique aussi d'approvisionnement, le choix des fabricants aussi, essayer de favoriser des fabricants qui ont des politiques plus éco-responsables. Donc, vraiment, comme pharmacien, il y a plusieurs niveaux là, dans lesquels on peut s'impliquer. Tout à fait. Merci. Florence? Et moi, je vais souligner vraiment l'importance du travail d'équipe, puis de Oui. bien s'entourer, puis de créer des comités verts ou n'importe quel que soit le nom, en fait. Parce que c'est vraiment comme l'union qui fait la force, là, de se Oui. dire, ah ben, ah, finalement, tout le monde en discute sur un coin de table pendant notre lunch, mais est-ce qu'on peut pas créer un mouvement là-dessus? Puis, en fait, ça marche vraiment bien, puis c'est super. Ça enlève un peu cette notion de se dire, ah ben, en fait, c'est Mm. terrible, l'environnement, je sais rien C'est ça. faire. Ou tu dis, ben, je vais au travail, puis je travaille pour mes patients, Mm. mais en fait, j'arrive à faire des choses Mais aussi bien pour ouais. l'environnement, puis c'est vraiment motivant, en fait, Mhm. de faire ça, puis ça enlève un peu d'éco-anxiété aussi, de se dire, ben, je Vraiment. fais quelque Ouais. chose, puis je fais de mon mieux, c'est pas Mhm. parfait, mais tu sais, on a commencé petit, puis je pense que c'est sûr que Saint-Justine, c'est une grosse entreprise, mais chacun à son niveau, même si on est deux, en fait, deux, c'est déjà une équipe, et on Oui. peut déjà faire des choses Ouais. rien qu'à deux. Puis ce travail d'équipe multidisciplinaire qu'on a, je pense que ça a vraiment pas de prix, c'est Vraiment. Puis vraiment... je pense que tu l'as bien nommé tantôt aussi, que, tu sais, on a tout un peu envie de faire quelque chose, mais on est un peu découragé, mais on sait pas quoi faire. Donc, en se réunissant, ça permet vraiment de s'allier un peu, de se motiver ensemble, puis de se montrer qu'on peut vraiment concrètement faire des choses pour l'environnement à notre échelle, mais au final, nos patients en bénéficient en bout de ligne, parce que, Mhm. tu sais, si ça fait qu'on peut plus réviser leur dossier, optimiser leur traitement, tu sais, tu l'as bien nommé aussi tantôt, là, pour pas qu'il y ait des médicaments qui traînent trop longtemps puis que c'est plus nécessaire, ben, au final, il peut avoir vraiment des bénéfices pour nos patients en gardant toujours, évidemment, en compte la sécurité, tu sais, qui va primer, mais je pense que c'est bénéfique pour tous, quand même, au Tout à final, fait. de façon nette. Ben, merci beaucoup pour votre participation pour cet épisode-là, en ce mois de la Terre. Je sais que le jour de la Terre, en fait, c'est une journée, mais j'aimerais ça qu'au fond de mon cœur, ce soit le jour de la Terre à tous les jours. Bon. Fait que sur ces beaux mots, merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Je vous invite à aller suivre les pages de milligrammes par kilo sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Laissez un petit commentaire, une évaluation si vous aimez ça. Merci. Tournou!